Un jeune homme a donné son dernier euro à une enfant affamée. Des années plus tard, un milliardaire est venu le remercier. Imaginez une nuit froide et pluvieuse à Paris. Un jeune homme, presque invisible pour la foule pressée, n'a plus rien. Ses poches sont vides. Son estomac crie de faim, mais son regard tombe sur une fillette tremblante, seule sous la pluie. Ce qu'il décide de faire à ce moment précis, avec son dernier euro, va déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu imaginer. Des années plus tard, une silhouette inattendue frappe à sa porte. Ce geste oublié, ce moment passé inaperçu, va revenir bouleverser sa vie d'une manière inimaginable. Pourquoi? Qui est derrière cette incroyable rencontre? Une simple action peut-elle réellement changer un destin entier? Vous pensez connaître la réponse? Attendez de découvrir cette histoire. Elle va vous émouvoir, vous surprendre et peut-être même vous bouleverser. Ne quittez pas la vidéo. Ce que vous allez entendre est bien plus qu'une simple histoire. Abonnez-vous, laissez un like et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous regardez. Chapitre 1. Une nuit pluvieuse à Paris. Sous un ciel chargé de nuages, la pluie tombait sans relâche sur les pavés luisants de Paris. Les gouttes formaient des rivières le long des trottoirs, emportant avec elles les restes de journaux et les feuilles mortes, comme si la ville elle-même pleurait. Pierre, un jeune homme à l'air usé par les épreuves, était assis sous la marquise d'une boulangerie fermée. Ses vêtements, trempés et collants, trahissaient une vie sans abri et sans refuge. À ses pieds, une vieille valise en cuir éraflé contenait tout ce qu'il possédait encore. Quelques vêtements élimés et un carnet de croquis, vestiges d'un passé qu'il s'efforçait d'oublier. Le regard de Pierre vagabondait sur les rares passants qui se hâtaient sous leur parapluie, évitant soigneusement de croiser son regard. Il connaissait bien cette indifférence glaciale, cet évitement calculé qui transformait les gens comme lui en ombres invisibles. Dans sa main droite, il serrait un euro, son dernier. Sa paume moite enveloppait la pièce, et ses pensées tournaient en boucle. Manger ou garder cet euro pour demain? Mais à quoi bon demain, quand aujourd'hui est déjà insupportable? Alors qu'il s'enfonçait dans ce désespoir silencieux, un bruit étouffé attira son attention. Un sanglot, faible mais déchirant, venait d'une ruelle adjacente. Intrigué, il se leva lentement, ses jambes engourdies par le froid et la fatigue. Au détour de la rue, il aperçut une petite silhouette recroquevillée près d'une vitrine éclaboussée par la pluie. Une fillette, pas plus âgée que 8 ans, que tremblait de tout son corps. Ses cheveux noirs, plaqués par l'eau, cachaient partiellement son visage, mais Pierre distingua ses yeux, deux grands lacs d'un désespoir muet. Il s'approcha prudemment, ne voulant pas l'effrayer. « Ça va, petite ?» murmura-t-il, sa voix rauque et hésitante. La fillette leva les yeux vers lui, mais ne répondit pas. Elle fixait la vitrine de la boulangerie, où des baguettes dorées et des viennoiseries brillantes semblaient se moquer de leur misère. Pierre sentit son cœur se serrer. Il n'avait rien à offrir, rien, sauf cet euro qu'il tenait toujours dans sa main. Luttant contre sa propre faim, il prit une décision. Il entra dans la boulangerie dont le propriétaire s'apprêtait à fermer. L'odeur du pain chaud et des croissants le fit vaciller un instant, mais il se ressaisit. « Une baguette, s'il vous plaît », dit-il d'une voix basse. Le boulanger le regarda brièvement, visiblement habitué aux clients qui ne pouvaient pas se permettre plus. Pierre prit la baguette, paya avec son dernier euro et sortit dans la pluie. Il s'agenouilla devant la fillette et lui tendit le pain. « Tiens, mange !» La fillette hésita un instant, ses petites mains tremblantes, puis attrapa la baguette. Elle mordit dedans avec une avidité silencieuse, les larmes coulant sur ses joues sales. Pierre resta là, la regardant manger, un étrange mélange de soulagement et de douleur dans le cœur. Il ne savait pas pourquoi il avait fait ça, mais il sentait au fond de lui que c'était la seule chose juste à faire. Sans un mot, la fillette se leva, serra le pain contre elle et disparut dans la nuit pluvieuse. Pierre resta immobile, sous la pluie qui continuait à tomber, comme pour laver les restes de ses illusions. Il n'avait plus rien, mais quelque chose en lui, une étincelle infime, lui disait qu'il n'avait pas tout perdu. Dans cette ville immense et indifférente, une connexion fugace venait de naître. Une nuit qui n'avait rien de spécial allait changer bien plus que Pierre ne pouvait l'imaginer. Chapitre 2. Les échos de la faim. La pluie avait cessé au petit matin, mais l'humidité persistait dans l'air, enveloppant Paris d'un voile grisâtre. Pierre, toujours assis sous la même marquise, sentait le froid s'infiltrer jusqu'à ses os. Son estomac grognait de manière presque douloureuse, mais il repensait à la fillette.
Les images de ses grands yeux affamés et de ses petites mains tremblantes le hantaient. Il n'avait pas osé lui demander son nom, d'où elle venait ou où elle allait. Une part de lui regrettait cela, mais une autre comprenait qu'elle n'aurait probablement pas répondu. Les enfants des rues apprennent vite à se méfier. Autour de lui, la ville s'éveillait. Les premiers rayons de soleil perçaient timidement les nuages, et le quartier reprenait vie. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Les cloches des églises sonnaient et les conversations animées des passants remplissaient de l'air. Pourtant, Pierre restait invisible. Personne ne s'arrêtait, personne ne le voyait. C'était comme s'il faisait partie du décor, une silhouette entre les murs gris et les pavés usés. Pierre observa les vitrines des cafés où des hommes en costumes élégants sirotaient des expressos fumants. Les croissants dorés, soigneusement empilés derrière les vitrines, semblaient presque irréels. Trop parfait pour être atteint. La tentation était insupportable, mais il savait que sans argent, il n'avait même pas le droit de rêver à une bouchée. L'après-midi, affaibli par la faim et le manque de sommeil, il se traîna jusqu'au bord de la Seine. Il aimait cet endroit, non parce qu'il était particulièrement beau, bien que les ponts anciens et l'eau scintillante aient leur charme, mais parce que c'était un lieu où il pouvait penser. Là, il se sentait moins oppressé par la ville et son indifférence. Assis sur un banc, il sortit son carnet de croquis. Chaque page était marquée par des dessins à moitié terminés, des visages d'inconnus, des scènes de rue et, plus récemment, une esquisse de la petite fille de la veille. Son crayon dansait sur le papier, capturant son expression fragile, ses traits délicats. Pierre se demandait si elle avait trouvé un endroit pour dormir, si elle était en sécurité. C'est alors qu'une voix le fit sursauter. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un manteau beige, le regardait avec curiosité. Elle portait une écharpe rouge qui contrastait avec la grisaille environnante et son regard, bien qu'intrusif, semblait sincère. Pierre hésita, peu habitué à ce qu'on lui adresse la parole. « Juste des choses que je vois », répondit-il, refermant son carnet par réflexe. La femme s'assit à côté de lui, ignorant délibérément l'odeur de ses vêtements mouillés. « Tu as du talent. » Elle regarda ses mains, abîmées par le froid et la vie dans la rue. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» Pierre détourna les yeux, mal à l'aise. Il n'aimait pas parler de lui. Depuis assez longtemps. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait sans qu'il ait besoin de dire plus. « Je m'appelle Hélène. J'ai l'habitude de venir ici. Si jamais tu as besoin de quelque chose... » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit billet de 5 €. « Tiens, prends ça, pour un café chaud. » Pierre fixa le billet, partagé entre la honte et la gratitude. Il avait l'habitude d'être ignoré, pas aidé. « Merci », murmura-t-il finalement, prenant le billet avec précaution, comme s'il risquait de disparaître. Hélène se leva, mais avant de partir, elle ajouta « Tu sais, parfois, un simple croquis peut raconter une histoire plus grande que nous. Continue à dessiner. » Puis, elle s'éloigna, laissant Pierre seul avec ses pensées. Alors qu'il serrait le billet dans sa main, Pierre ne pouvait s'empêcher de repenser à la fillette. Il se promit que s'il la revoyait, il essaierait de faire plus pour elle, même si cela signifiait sacrifier encore davantage. Pour l'instant, il avait assez pour un café et un croissant. Mais cette petite victoire ne pouvait combler le vide qu'il sentait grandir en lui. Un vide plus profond que la faim, plus intense que le froid. La nuit tomba à nouveau sur Paris et Pierre, malgré le léger réconfort de la rencontre avec Hélène, ressentit que quelque chose, quelque part, avait changé. Un murmure imperceptible dans l'air, comme si la ville elle-même portait un secret qu'il n'était pas encore prêt à découvrir. Chapitre 3. Le murmure du hasard. La nuit enveloppait Paris d'un voile d'obscurité, ponctué par les halos des lampadaires qui diffusaient une lumière jaune et vacillante. Les rues, mouillées par la pluie matinale, reflétaient les néons des vitrines encore ouvertes, créant un ballet de couleurs ternes. Pierre errait, ses pas guidés par une routine sans but précis, mais une tension inexplicable pesait sur ses épaules. L'image de la petite fille continuait de hanter son esprit, si vivace qu'il croyait presque entendre son rire ou ses sanglots dans les ruelles désertes.
Il finit par s'arrêter devant une église du 19e siècle, son imposante façade illuminée par des projecteurs discrets. Un groupe de fidèles entrait pour une messe tardive. Le parfum des cierges mêlé à l'encens flottait jusqu'à lui. Il hésita un instant, attiré par la chaleur et l'idée d'un abri, mais se détourna. « Ce n'est pas ma place », murmura-t-il pour lui-même. Cependant, alors qu'il tournait les talons, une voix familière interrompit ses pensées. « Hé, toi, attends !» Il se retourna et découvrit Hélène, l'écharpe rouge toujours nouée autour de son cou, qui s'avançait vers lui avec un sac à la main. Elle semblait légèrement essoufflée, comme si elle avait couru pour le rattraper. « Je t'ai vu passer et je me suis dit que tu n'avais peut-être pas encore mangé ce soir. » Elle lui tendit le sac. À l'intérieur, un sandwich et une petite bouteille d'eau. Pierre baissa les yeux, embarrassé par tant de générosité. « Vous n'étiez pas obligé ?» Hélène sourit, mais son regard était empreint de gravité. Parfois, on croise des gens qu'on ne peut pas ignorer. « Tu me rappelles mon fils. » Un silence s'installa entre eux. Pierre ne savait pas quoi dire. Il accepta finalement le sac avec un hochement de tête. « Merci. » Avant qu'elle ne parte, Pierre trouva le courage de poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi moi ?» Hélène réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être parce que, dans ce monde, un acte de bonté peut en inspirer un autre. Et qui sait, peut-être qu'un jour, toi aussi tu auras l'occasion de changer la vie de quelqu'un. » Ces mots résonnèrent en lui alors qu'elle s'éloignait, sa silhouette disparaissant dans la nuit. Pierre resta immobile, fixant le sac qu'il tenait entre ses mains. Il se demanda si cette femme voyait quelque chose en lui qu'il avait oublié depuis longtemps, une part d'humanité qu'il pensait perdue. Il décida de se rendre à un petit parc voisin, un endroit calme où il pourrait manger en paix. En s'asseyant sur un banc humide, il déballa le sandwich et prit une première bouchée. La nourriture, bien que simple, avait un goût presque irréel après des jours de privation. Mais à peine avait-il avalé sa deuxième bouchée qu'un mouvement dans l'ombre attira son attention. Là, sous un arbre à quelques mètres de lui, une silhouette frêle se tenait debout. Son cœur manqua un battement lorsqu'il reconnut la petite fille. Elle portait toujours les mêmes vêtements trempés et tenait la baguette qu'il lui avait donnée, à moitié mangée. Il se leva, son souffle court. « Hé ! Attends !» La petite hésita, ses yeux grands ouverts fixant Pierre comme un animal effrayé. « Je ne voulais pas vous voler. » Sa voix était à peine un murmure, cassé par le froid et la peur. Pierre se rapprocha doucement, levant les mains en signe de paix. « Tu ne m'as rien volé. Je veux juste savoir si tu vas bien. Tu es toute seule? Où sont tes parents ?» Elle baissa les yeux et serrant la baguette contre sa poitrine. « Ils ne sont plus là !» Le poids de ces mots frappa Pierre comme un coup de poing. Il s'accroupit pour être à sa hauteur, luttant pour trouver les bons mots. « Tu ne peux pas rester dehors. Viens, je vais t'aider. » Elle hésita, mais quelque chose dans son regard fatigué sembla se détendre légèrement. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Mais avant qu'elle n'atteigne le banc, un bruit de pas précipités résonna derrière eux. Une voix grave et autoritaire brisa l'instant fragile. « Vous, arrêtez-vous !» Pierre se retourna pour voir deux policiers s'approcher rapidement, leurs torches éclairant la scène. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda l'un d'eux, son ton accusateur. La petite fille se cacha derrière Pierre, terrifiée, et il sentit son instinct protecteur se réveiller. « Rien de mal. Je l'ai trouvée ici. Elle a besoin d'aide. » Les policiers échangèrent un regard sceptique. « Vous, un sans-abri, en train d'aider une enfant. C'est ça votre histoire ?» Pierre sentit une bouffée de colère monter en lui, mais il la réprima. Il savait que toute mauvaise réaction pourrait aggraver la situation. « Elle est seule. Si vous ne me croyez pas, aidez-la vous-même, mais ne la laissez pas dehors. » Le plus jeune des policiers sembla hésiter. Mais son collègue secoua la tête. « On va s'occuper d'elle. Vous, circulez. » Pierre n'eut pas le temps de protester. Ils attrapèrent la petite fille qui se mit à pleurer et l'entraînèrent dans leur voiture. Elle se retourna, ses yeux pleins de panique. Mais Pierre ne pouvait rien faire. Alors qu'il disparaissait dans la nuit, Pierre resta là seul à nouveau, une rage sourde bouillonnante en lui. Il serra les poings, jurant qu'il ne laisserait pas cette histoire se terminer ainsi. Chapitre 4. L'ombre d'une promesse. La silhouette des gyrophares s'éteignit au loin, laissant Pierre seul dans le silence glacé de la nuit parisienne. La colère et l'impuissance l'envahirent, se mêlant à une douleur sourde dans sa poitrine. Les pleurs de la petite fille résonnaient encore dans son esprit. Il serra les poings,
jurant à lui-même qu'il ne la laisserait pas disparaître comme tant d'autres enfants perdus dans les méandres d'un système indifférent. Il passa le reste de la nuit à marcher sans but précis, incapable de trouver le sommeil. Les rues désertes de Paris semblaient plus oppressantes que jamais, chaque façade, chaque vitrine, chaque ruelle lui rappelant son échec. À l'aube, alors que la lumière froide du matin perçait les nuages, il s'arrêta devant un café ouvert, ses pieds fatigués refusant d'aller plus loin. Avec les 5 € donnés par Hélène, il s'offrit un café noir et un croissant. Il s'assit à une table près de la fenêtre, fixant les passants qui commençaient leur journée. Le contraste entre leur vie ordinaire et la sienne lui donnait un goût amer, mais il se força à manger pour retrouver un peu de force. Alors qu'il trempait un morceau de croissant dans son café, il remarqua une femme qui entrait dans le café. Elle portait une écharpe roux. « Hélène » murmura-t-il surpris. Elle sembla le reconnaître immédiatement et s'approcha de lui avec un sourire doux. « Tu es encore là ?» dit-elle en retirant son manteau. « Tu as l'air épuisé. » Pierre hocha la tête, trop fatigué pour répondre immédiatement. Hélène s'assit en face de lui, commandant un thé. Après un moment de silence, elle demanda doucement « Que s'est-il passé ?» Pierre lui raconta tout. La petite fille, les policiers, l'impuissance qu'il avait ressentie. Hélène écouta attentivement sans l'interrompre, ses mains entourant sa tasse de thé comme pour capter la chaleur. Lorsqu'il termina, elle soupira profondément. « Les enfants comme elle tombent souvent dans les failles, dit-elle finalement. Les services sociaux sont débordés et ceux qui n'ont personne finissent par se perdre. » Elle marqua une pause, ses yeux fixant un point lointain. « Mais parfois, une seule personne déterminée peut faire la différence. » Pierre fronça les sourcils. « Une personne déterminée? Qu'est-ce que je peux faire, moi, un homme sans abri, sans ressources ?» Hélène le regarda avec une intensité inattendue. « Tu as quelque chose que beaucoup ont perdu, la volonté d'aider. C'est plus précieux que tu ne le crois. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit carnet noir. « Prends ça. » Pierre le regarda, confus. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un carnet d'adresses. Les noms de quelques personnes que je connais, des bénévoles, des travailleurs sociaux, des associations qui pourraient t'aider à retrouver cette fillette. Je ne peux pas faire beaucoup plus, mais si tu veux vraiment l'aider, commence par là. » Il prit le carnet, touché par sa générosité, mais aussi envahi par une certaine appréhension. Il savait que ce genre de quête ne serait pas simple. Pourtant, quelque chose en lui, une étincelle qu'il pensait éteinte depuis longtemps, se rallumait. « Merci, dit-il enfin, avec une sincérité qui surprit même Hélène. Elle se leva, remettant son manteau. « Je crois en toi, Pierre. Ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. » Quand elle partit, Pierre resta seul à la table, ses pensées tourbillonnant. Il ouvrit le carnet et lut les premiers noms, se demandant par où commencer. La petite fille n'était peut-être qu'une parmi tant d'autres, mais pour lui, elle représentait bien plus. Elle était un symbole, une promesse non tenue, une chance de réparer quelque chose, en elle, mais aussi en lui-même. Pierre quitta le café, le carnet bien serré dans sa main. La journée grise se déroulait devant lui, pleine d'incertitudes. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait un but. Et même si le chemin serait long, il était prêt à le parcourir. Chapitre 5. Une quête incertaine. Le ciel de Paris s'était dégagé, mais l'air restait mordant, rendant chaque souffle visible sous forme de volutes éphémères. Pierre marchait d'un pas rapide, tenant le carnet d'Hélène dans sa main comme un talisman. Le froid glacial n'avait plus d'importance. Sa détermination était devenue son bouclier contre les vents et son rempart contre le découragement. Le premier nom du carnet, Association Enfance et Espoir, était accompagné d'une adresse dans le 11e arrondissement. L'endroit n'était pas si éloigné, mais Pierre savait qu'il n'aurait pas l'argent pour un ticket de métro. Il traversa donc les rues animées à pied, mêlées à la foule pressée du matin, son esprit fixant l'image de la petite fille. À chaque ruelle, il se souvenait de son regard, de son silence, et surtout de son cri étouffé lorsqu'elle avait été emmenée par les policiers. Une question persistait. Pourquoi avait-elle fui? Pourquoi semblait-elle si terrifiée? Pierre sentait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'un simple cas d'abandon ou de pauvreté. La fillette cachait quelque chose. Quand il arriva devant le bâtiment de l'association, il fut surpris par sa simplicité. Une façade terne, des fenêtres barrées de rideaux blancs et une petite plaque discrète près de la porte indiquant le nom de l'organisme. Pierre hésita un instant. Il savait qu'il n'était pas toujours bien accueilli dans des endroits comme celui-ci, où les préjugés sur les sans-abri pouvaient être tenaces. Mais il rassembla son courage et entra.
L'intérieur était modeste mais chaleureux, avec des murs couverts de dessins d'enfants et des étagères pleines de jouets usagés. Une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux attachés en un chignon lâche, l'accueillit avec un sourire prudent. « Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ?» Pierre s'éclaircit la gorge, conscient de son apparence. « Bonjour. On m'a parlé de votre association. Je cherche une petite fille. » Il hésita un instant, cherchant ses mots. « Elle n'a pas de famille. Elle a été emmenée par des policiers hier soir. Je veux m'assurer qu'elle va bien. » Le sourire de la femme se figea légèrement. « Vous êtes un parent? Un proche ?» Pierre secoua la tête. « Non, je l'ai croisée dans la rue. Elle avait faim, je lui ai donné ce que je pouvais. Mais elle semblait en danger. » La femme le regarda avec attention, jaugeant la sincérité dans ses paroles. Elle soupira finalement. « Malheureusement, nous voyons beaucoup d'enfants comme elle. Je vais vérifier si quelqu'un correspondant à sa description a été signalé. » Elle disparut dans une pièce adjacente, laissant Pierre seul. Il observa les dessins accrochés au mur, des esquisses maladroites de maisons, de soleil et de visages souriants. Cela lui rappela son propre carnet de croquis, les souvenirs qu'il tentait d'immortaliser malgré sa vie chaotique. Quand la femme revint, son expression était grave. « Je n'ai trouvé aucun dossier récent correspondant à une fillette de cet âge. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été prise en charge. Si les policiers l'ont amenée à la préfecture, elle a peut-être été confiée aux services sociaux. Vous pourriez essayer là-bas. » Pierre sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Il avait espéré qu'elle soit ici, en sécurité, loin du froid des rues. « Merci, dit-il simplement, avant de tourner les talons et de sortir. Dans les rues, il se sentit submergé par un mélange de frustration et d'incertitude. Comment retrouver une enfant dans une ville aussi vaste que Paris? Il consulta à nouveau le carnet. Un autre nom était inscrit. Emmaüs Solidarité, centre d'accueil pour jeunes. Ce nom réveilla un souvenir. Des années auparavant, quand il avait commencé à glisser dans la précarité, il avait brièvement fréquenté un centre Emmaüs. À l'époque, il n'avait pas voulu accepter l'aide qu'on lui proposait. Par fierté ou par honte, il ne savait plus vraiment. Mais aujourd'hui, la donne était différente. Il marcha encore, traversant des quartiers où le luxe des boutiques contrastait violemment avec la misère qu'il connaissait trop bien. Le centre Emmaüs était situé près de la gare de Lyon, un quartier où des centaines de sans-abri et de migrants tentaient de survivre chaque jour. Quand il arriva, il fut accueilli par une jeune bénévole aux cheveux bouclés et au sourire sincère. « Bienvenue. Vous cherchez de l'aide ?» demanda-t-elle. Pierre secoua la tête. « Pas pour moi, pour une fillette. Elle a été emmenée par des policiers hier soir. Elle n'a pas de famille. » La bénévole fronça les sourcils. « Entrez, nous avons peut-être des informations. » Pierre suivit la jeune femme dans une salle d'accueil où des enfants de différents âges jouaient sous la supervision d'un bénévole plus âgé. Son cœur se serra. Chacun de ces enfants avait une histoire, et chacune était sans doute marquée par la douleur et la perte. Mais la fillette qu'il cherchait n'était pas là. Après une brève discussion avec la bénévole, il apprit que le centre n'avait pas reçu de nouveaux enfants ces dernières 24 heures. Une fois de plus, il sortit bredouille. Mais sa détermination ne faiblit pas. Chaque nouvelle porte franchie, chaque piste explorée le rapprochait. Il en était certain. Alors qu'il longeait une rue animée pour retourner à son point de départ, il remarqua quelque chose d'étrange. Un homme, bien habillé, qui semblait le suivre. Pierre accéléra le pas, sentant une méfiance instinctive s'installer. Mais l'homme ne fit pas semblant. Il s'approcha calmement, le regard perçant. « Vous cherchez une petite fille, n'est-ce pas ?» lança-t-il, sa voix grave. Pierre se figea, son cœur battant à tout rompre. « Comment vous savez ça? Qui êtes-vous » L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Disons que je sais des choses. Si vous voulez la retrouver, suivez-moi. Mais sachez que ce que vous découvrirez pourrait changer bien plus que votre vie. » Pierre hésita, l'instinct lui criant de fuir. Mais une part de lui, plus forte, le poussa à suivre cet inconnu. Il savait que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, était la seule chose qui comptait. Chapitre 6. Une vérité voilée. Pierre suivit l'homme à contre-cœur, ses pas lourds sur les pavés humides de Paris. Les rues semblaient se resserrer autour d'eux, les ruelles étroites devenant des corridors d'ombre où résonnaient leurs pas. L'homme,
vêtu d'un manteau de laine impeccable et portant une écharpe de soie, avançait avec une assurance froide, presque mécanique. Pierre, à la fois méfiant et désespéré, brisa finalement le silence. « Qui êtes-vous ? Pourquoi vous intéressez-vous à cette fillette ?» L'homme ralentit légèrement, mais ne se retourna pas. « Je m'appelle Gabriel. Disons simplement que je travaille pour des gens qui observent ce genre de situation. » Et Pierre fronça les sourcils. « Des gens ? Quels gens ? Vous travaillez pour la police, pour les services sociaux ?» Gabriel s'arrêta net et se retourna, son visage impassible. « Non, ni l'un ni l'autre. Mais ce n'est pas important pour le moment. Ce qui compte, c'est de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour retrouver cet enfant. » Pierre serra les poings. « Jusqu'où il faudra. » Gabriel le regarda intensément, cherchant quelque chose dans ses yeux. Finalement, il hocha légèrement la tête. « Alors suivez-moi. » Ils arrivèrent devant un bâtiment décrépit dans un quartier de la périphérie. Un immeuble abandonné dont les fenêtres étaient couvertes de planches et de graffitis. Gabriel ouvrit une porte latérale, révélant un escalier étroit qui descendait sous terre. L'air était froid et humide, chargé d'une odeur de moisissure. Pierre hésita à l'entrée, mais la silhouette imposante de Gabriel le poussait à avancer. En bas, ils entrèrent dans une pièce faiblement éclairée par des lampes nues suspendues au plafond. Sur une table, des piles de dossiers, des téléphones portables et des écrans d'ordinateur illuminaient l'espace. Deux autres hommes, vêtus de façon similaire à Gabriel, se tenaient près des écrans, discutant à voix basse. Ils se tournèrent brièvement vers Pierre, l'évaluant du regard avant de revenir à leur travail. Gabriel s'assit sur une chaise en métal et fit signe à Pierre de faire de même. « Écoutez bien », commença-t-il. « Cette fillette que vous cherchez, elle n'est pas une enfant ordinaire. » Pierre sentit une boule se former dans son estomac. « Que voulez-vous dire ?» Gabriel croisa les mains sur la table. « Elle s'appelle Élise. Elle est recherchée depuis plusieurs semaines par des groupes très différents. Certains veulent l'aider, d'autres pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été mêlée à une affaire bien plus vaste que ce que vous imaginez. » Pierre se pencha en avant, la tension palpable. « Une affaire ? Quelle affaire ? Elle n'a que 8 ans, pour l'amour de Dieu. » Gabriel hocha la tête, son expression grave. « Justement, c'est ce qui rend tout cela encore plus dérangeant. Elle est la fille d'un homme très influent, un ancien politicien mêlé à des scandales de corruption et de détournement de fonds. Après sa mort, il y a 2 ans, la mère d'Élise a tenté de disparaître pour protéger sa fille. Mais récemment, Élise a été retrouvée seule, probablement après que sa mère ait été neutralisée. Pierre sentit un frisson glacial parcourir son échine. « Neutralisée ? Vous voulez dire qu'elle a été tuée ?» Gabriel acquiesça lentement. « C'est une possibilité, mais ce qui est certain, c'est qu'Élise est maintenant au centre d'une lutte entre ceux qui veulent exploiter son héritage et ceux qui veulent l'effacer. Elle représente un symbole, une preuve vivante de tout ce que son père a fait. » Pierre recula légèrement, se sentant submergé par les informations. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi suis-je impliqué dans tout ça ? Je suis juste personne, un sans-abri qui a voulu aider une gamine affamée. » Gabriel le fixa avec intensité. « Et c'est précisément pour ça, parce que vous êtes personne. Vous n'avez pas d'attache, pas de lien avec ceux qui cherchent à l'utiliser. Vous êtes un pion invisible dans une partie d'échecs où chaque mouvement compte. Et c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers vous. » Pierre resta silencieux, son esprit essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Chaque mot de Gabriel semblait ouvrir une nouvelle porte vers un monde qu'il ne comprenait pas, un monde qu'il ne voulait pas comprendre. Mais une chose était claire, il ne pouvait pas abandonner Élise. Gabriel se leva et ouvrit un dossier sur la table, révélant des photos floues et des rapports. Il en montra une à Pierre. C'était Élise, prise dans une rue sombre. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts d'effroi. C'est la dernière image que nous avons d'elle avant qu'elle ne disparaisse. Les policiers l'ont peut-être emmenée dans un centre social, mais il est tout aussi probable qu'elle ait été interceptée avant d'y arriver. Pierre sentit une colère sourde monter en lui. « Alors quoi ? Vous voulez que je la retrouve pour vous ?» Gabriel hocha la tête. « Exactement. Vous êtes la seule personne à qui elle pourrait encore faire confiance. Si elle vous voit, elle viendra à vous. Mais sachez que ce chemin sera dangereux. » Pierre réfléchit un instant, mais au fond de lui, il savait déjà ce qu'il allait répondre. « Je vais la retrouver, peu importe le danger. » Gabriel esquissa un sourire rare, presque imperceptible. « Alors, préparez-vous. Vous aurez besoin de plus qu'un carnet.
et d'un bon cœur pour mener cette quête. Pierre sortit du bâtiment avec un mélange de peur et de détermination. Les paroles de Gabriel résonnaient dans sa tête, mais plus que tout, c'était l'image d'Élise qui le hantait. Il savait que le chemin devant lui serait sombre et incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il avait un rôle à jouer. Et cette fois, il ne laisserait pas la vie lui arracher ce qu'il pouvait encore sauver. Chapitre 7. Une chasse dans l'ombre. Les rues de Paris, baignées par les lumières du crépuscule, semblaient plus oppressantes que jamais, alors que Pierre se lançait dans sa quête. Les mots de Gabriel résonnait encore dans son esprit. Vous êtes la seule personne à qui elle pourrait encore faire confiance. Cette responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, mais elle alimentait également une flamme qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait une mission, un objectif, quelque chose qui le sortait de son existence terne et invisible. Son premier arrêt fut le commissariat de police du quartier où Élise avait été emmenée. Il savait que les policiers ne seraient pas enclins à parler à quelqu'un comme lui, mais il était prêt à tout. Lorsqu'il entra dans le bâtiment, l'air froid et austère des lieux le frappa comme un mur. Le regard des agents derrière leur bureau se posa brièvement sur lui avant de revenir à leur tâche. Indifférent à sa présence, il s'avança jusqu'au comptoir où un jeune agent le regardait avec un mélange d'agacement et de méfiance. « Oui, vous avez besoin de quelque chose ?» Pierre inspira profondément. « Une petite fille a été emmenée hier soir dans ce quartier. Je veux savoir où elle est. » L'agent haussa un sourcil. « Vous êtes de la famille ?» « Non, répondit Pierre, mais je suis la dernière personne à l'avoir vue avant qu'elle ne soit prise en charge. Elle n'a personne d'autre. » Le policier soupira, visiblement pressé d'en finir. « Désolé, monsieur, mais sans être un parent proche ou avoir une autorisation légale, je ne peux pas vous donner cette information. Si elle a été prise en charge, elle est probablement dans un centre social. » Pierre sentit la frustration monter en lui. « Vous ne comprenez pas. Elle est en danger. Elle pourrait ne jamais arriver dans ce centre. » L'agent se renfrogna. « Si vous avez des preuves, ou allez au tribunal, sinon je ne peux rien faire pour vous. » Pierre, les poings serrés, comprit qu'il n'obtiendrait rien ici. Il sortit du commissariat, le poids de l'échec se faisant sentir. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Si la police ne pouvait pas l'aider, il trouverait d'autres moyens. Il se tourna alors vers l'un des noms du carnet d'Hélène. Un certain Marc, un ancien travailleur social qui, selon la note griffonnée à côté de son nom, était connu pour aider les enfants disparus ou marginalisés. Marc vivait dans un petit appartement du côté nord de la ville et Pierre espérait qu'il serait encore actif malgré sa retraite. Quand il arriva à l'adresse, il frappa à la porte, le cœur battant. Après quelques secondes, un homme dans la cinquantaine ouvrit, le visage marqué par des années de travail et d'épuisement. Il portait un vieux pull usé et une paire de lunettes légèrement de travers. « Oui ?» demanda-t-il méfiant. Pierre lui expliqua rapidement la situation, insistant sur l'urgence de retrouver Élise. Marc l'écouta, les bras croisés, son expression oscillante entre scepticisme et curiosité. Quand Pierre eut fini, Marc le fixa un long moment avant de répondre. « Cette histoire me semble compliquée, mais si ce que vous dites est vrai, cette fillette pourrait effectivement être en danger. » Il fit une pause, réfléchissant. « Très bien, donnez-moi quelques minutes. » Marc disparut dans une pièce adjacente, laissant Pierre seul dans l'entrée. La maison était modeste mais chaleureuse, remplie de livres et de photos de famille. Pierre remarqua un cadre avec une photo de Marc entouré de plusieurs enfants, probablement des jeunes qu'il avait aidés par le passé. Quand Marc revint, il tenait une tablette. « J'ai encore des contacts dans certains centres sociaux et refuges. Je vais envoyer quelques messages. Si elle est quelque part dans le système, je finirai par le savoir. Mais écoutez-moi bien. » ajouta-t-il en fixant Pierre. « Si elle n'est pas dans les bases officielles, cela signifie qu'elle a disparu. Et si c'est le cas, il y a des chances que des gens dangereux soient derrière tout ça. » Pierre hocha la tête. « Je comprends. » Marc tapota rapidement sur l'écran, envoyant plusieurs messages. « Ça prendra un peu de temps. Pendant ce temps, racontez-moi tout ce que vous savez sur elle. Chaque détail compte. » Pierre lui parla de leur première rencontre, de son acte désespéré pour lui donner son dernier euro, de la manière dont elle avait couru dans la pluie, et de son regard terrifié lorsqu'elle avait été emmenée par les policiers. À mesure qu'il parlait, il sentit sa propre émotion monter, rendant sa voix tremblante. Marc l'écouta en silence,
son visage grave. « Cette petite fille vous a marqué, hein ?» Pierre baissa les yeux. « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas l'oublier. » Un bruit interrompit leur conversation. Marc consulta sa tablette et fronça les sourcils. « J'ai une réponse. Un des centres sociaux à Saint-Denis a reçu une fillette correspondant à sa description, mais elle n'y est restée que quelques heures avant d'être transférée. » Pierre sentit une vague d'espoir mêlée d'angoisse. « Transférée? Où ?» Marc soupira. « C'est là que ça devient étrange. Aucun document officiel ne mentionne le lieu de transfert. Elle a été prise en charge par 2 individus dont les noms ne figurent pas dans le système. » Pierre sentit son sang se glacer. « Oh, ça veut dire quoi ?» Marc fixa Pierre, le regard sombre. « Ça veut dire qu'elle a été enlevée. Et si c'est le cas, nous devons agir vite. Chaque minute compte. » Sans perdre une seconde, Marc saisit son manteau et ses clés. « Je viens avec vous. Nous allons commencer par ce centre social. Peut-être que quelqu'un là-bas sait ce qui s'est passé. » Pierre acquiesça, sa détermination renouvelée. Il sentait que l'étau se resserrait, mais il était prêt à tout pour retrouver Élise. Tandis qu'il quittait l'appartement, une certitude s'imposait à lui. Il ne s'agissait plus seulement d'une quête pour sauver une enfant. C'était aussi une lutte contre un système qui laissait des innocents tomber dans l'oubli. Chapitre 8. Les traces effacées. Pierre et Marc marchaient rapidement dans les rues animées de Paris. Leur destination claire, le centre social de Saint-Denis, le dernier endroit où Élise avait été vue. L'air glacial semblait mordre leur peau. Mais aucun des 2 hommes ne ralentissait. Chaque pas rapprochait Pierre de la vérité, mais il sentait également une pression grandissante, comme si le temps jouait contre eux. Marc, habitué à ces situations, expliquait calmement ce à quoi il pourrait s'attendre. Les centres sociaux, même débordés, gardant des registres. Les noms des individus qui ont transféré Élise devraient y figurer. Mais si ces noms sont déjà effacés des bases officielles, cela veut dire que quelqu'un de puissant couvre leurs traces. Pierre serra les poings. Alors pourquoi prendre le risque de l'emmener dans un centre en premier lieu? Marc haussa les épaules. Parfois, les gens qui veulent se couvrir utilisent le système pour légitimer leurs actions. Emmener Élise dans un centre pendant quelques heures rend le transfert moins suspect. Mais croyez-moi, ce n'est pas un hasard si les informations disparaissent ensuite. Ces paroles ne firent qu'amplifier l'urgence ressentie par Pierre. Quand ils arrivèrent enfin au centre social, une grande bâtisse grise et austère, il sentit un nœud se former dans son estomac. La façade semblait refléter l'indifférence bureaucratique qu'il redoutait tant. À l'intérieur, une réceptionniste d'âge moyen, visiblement fatiguée, les accueillit sans enthousiasme. « Bonjour, vous cherchez quelque chose ?» Marc prit la parole avec assurance, habitué à naviguer dans ce genre d'environnement. « Nous cherchons des informations sur une fillette qui a été admise ici il y a quelques jours. Elle s'appelle Élise. Petite, cheveux noirs, environ 8 ans. » La femme fronça les sourcils et commença à taper sur son clavier. Après quelques instants, elle secoua la tête. « Désolé, mais je ne trouve rien dans nos fichiers. Vous êtes sûr de la date ?» Marc échangea un regard inquiet avec Pierre. « Essayez encore. » Elle aurait été transférée rapidement, probablement le jour même. La réceptionniste soupira, visiblement agacée, mais poursuivit ses recherches. Après quelques minutes supplémentaires, elle releva la tête. « J'ai trouvé une note indiquant qu'une fillette correspondante à cette description a été amenée ici, mais il n'y a aucune information sur son transfert. Juste une mention prise en charge par des tiers. » Pierre sentit son cœur s'accélérer. « Quel tiers ?» La femme haussa les épaules. « Je n'en sais rien. Il n'y a pas de nom ni de contact. » Marc, d'un ton plus pressant, demanda « Qui était de service ce jour-là? Peut-on parler à quelqu'un qui l'a vu ?» La réceptionniste sembla hésiter, mais finit par pointer vers un bureau au fond du hall. « Vous pouvez parler à Monsieur Laurent. C'est lui qui gère les admissions. » Pierre et Marc se dirigèrent rapidement vers le bureau indiqué. Un homme corpulent, vêtu d'une chemise légèrement froissée, était assis derrière un bureau encombré de papier. Il releva les yeux en les voyant entrer. « Monsieur Laurent ?» demanda Marc. L'homme hocha la tête, l'air méfiant. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ?» Marc expliqua brièvement la situation, insistant sur l'urgence de retrouver Élise. Monsieur Laurent fronça les sourcils et se pencha sur son bureau, feuilletant un dossier. Après un moment, il soupira profondément. « Écoutez, je me souviens de cette fillette. Elle était ici brièvement, très silencieuse, visiblement traumatisée. Mais 2 hommes sont venus avec des documents officiels et ont dit qu'ils avaient ordre de la transférer. » Mais Pierre se pencha en avant, son ton empreint de frustration. «
Quels documents? Vous avez vérifié leur légitimité? Laurent se redressa, visiblement sur la défensive. Bien sûr que j'ai vérifié, tout semblait en ordre, mais maintenant que vous posez la question, quelque chose m'a semblé étrange. Marc fronça les sourcils. Quoi exactement? Laurent hésita. Les deux hommes étaient inhabituels. L'un était très poli, presque trop, et l'autre restait en arrière, observant tout. Ils ne portaient pas d'uniformes officiels, mais ils avaient des badges. Je n'ai pas pensé à vérifier plus loin, car leurs papiers semblaient authentiques. Pierre sentit une colère sourde monter en lui. Vous avez laissé une enfant vulnérable partir avec des étrangers juste parce qu'ils avaient des papiers? Laurent rougit de gêne. Je fais mon travail du mieux que je peux, d'accord? Nous avons des dizaines d'enfants à gérer chaque jour. Je n'ai pas le temps de jouer les détectives. Marc intervint pour apaiser la situation. Et ces documents? Vous les avez encore? Laurent secoua la tête. Non, les documents sont repartis avec eux, mais... Il s'arrêta, comme s'il hésitait à en dire plus. Mais quoi? Insista Marc. L'un des hommes a laissé tomber quelque chose. Une carte de visite. Je l'ai gardée au cas où. Il fouilla dans un tiroir et en sortit une petite carte blanche qu'il tendit à Marc. Marc la prit et la lut à haute voix. Fondation Valmont. Jamais entendu parler. Il tourna la carte vers Pierre. Ça vous dit quelque chose? Pierre secoua la tête. Non, mais on doit commencer par là. De retour à l'extérieur, Marc consulta rapidement son téléphone pour chercher des informations sur la Fondation Valmont. C'est une organisation obscure. Officiellement, elle se consacre à l'éducation et à l'aide aux enfants en difficulté, mais il n'y a presque aucune trace de leurs activités réelles. Pierre sentit une tension croissante. Qu'est-ce qu'ils veulent avec Élise? Marc haussa les épaules, le visage grave. Si cette fondation est impliquée, ce n'est rien de bon. Nous devons aller là-bas et découvrir la vérité. Pierre hocha la tête, ses poings serrés. Chaque étape les rapprochait de la vérité, mais il sentait que les ténèbres s'épaississaient autour d'eux. Pourtant, une chose était certaine, il ne reculerait pas. Élise comptait sur lui, et il était prêt à affronter tout ce qui se trouvait sur son chemin. Chapitre 9, la Fondation Valmont. Pierre et Marc se tenaient devant le portail imposant de la Fondation Valmont, un bâtiment aux allures de manoir niché au milieu d'un parc soigneusement entretenu. Les hautes grilles en fer forgé semblaient être une barrière entre eux et un monde hermétiquement clos. Une plaque discrète mais élégante était accrochée près de l'entrée, arborant le nom de la fondation en lettres dorées. Malgré l'apparence respectable des lieux, une tension palpable régnait dans l'air. « Ça ressemble à tout sauf à un refuge pour enfants », murmura Pierre en observant la façade impeccable et les caméras de surveillance placées stratégiquement. Marc hocha la tête. C'est justement ça qui est inquiétant. Trop de luxe, trop de discrétion. Ces endroits-là ont souvent quelque chose à cacher. Sans perdre de temps, ils franchirent le portail laissé entrouvert et avancèrent vers l'entrée principale. Un homme en costume noir, visiblement un agent de sécurité, les intercepta avant qu'ils ne puissent atteindre la porte. « Bonjour, messieurs, puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec une politesse mécanique, son regard scrutant chacun de leurs mouvements. Marc prit les devants. « Nous sommes ici pour parler à quelqu'un concernant une fillette récemment transférée ici. Son nom est Élise. » L'agent arqua un sourcil. K1, visiblement surpris mais restant impassible. « Je ne suis pas au courant de cela. Avez-vous un rendez-vous ?» Pierre, incapable de contenir sa frustration, intervint. « Nous savons qu'elle est ici. Elle a été emmenée de manière suspecte et nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas des réponses. » L'agent fixa Pierre, son visage se durcissant légèrement. « Je vais devoir demander à l'administration. Attendez ici. » Il tourna les talons et entra dans le bâtiment, laissant Pierre et Marc seuls dans le froid. Le silence qui suivit était presque oppressant, brisé uniquement par le bruissement du vent dans les arbres. Pierre sentait son cœur battre violemment, chaque seconde qui passait ajoutant à son anxiété. Quelques minutes plus tard, l'agent revint accompagné d'une femme élégamment vêtue, portant un tailleur gris et des lunettes fines. Son sourire était courtois mais distant, et ses yeux brillaient d'un éclat calculateur. « Bonjour, messieurs. Je suis Madame Durand, directrice adjointe de la Fondation Valmont. En quoi puis-je vous aider ?» Marc prit la parole, gardant un ton professionnel. « Nous cherchons une fillette nommée Élise. Elle a été transférée ici récemment et nous voulons nous assurer qu'elle est en sécurité. » Madame Durand inclina légèrement la tête. « Je suis désolé, mais nous ne discutons pas des dossiers individuels des enfants sous notre protection. Cela va à l'encontre de nos politiques de confidentialité. »
Pierre sentit une colère sourde monter en lui. Vous cachez quelque chose. Si vous n'avez rien à vous reprocher, montrez-nous qu'elle est ici et qu'elle va bien. Le sourire de Madame Durand s'effaça légèrement, remplacé par une expression froide. Monsieur, je vous assure que nous agissons dans le respect total de la loi. Si vous avez des préoccupations, je vous invite à les adresser aux autorités compétentes. Marc posa une main sur l'épaule de Pierre, sentant qu'il était sur le point de perdre son sang-froid. Très bien, madame. Mais sachez que nous n'en resterons pas là. Nous reviendrons avec des preuves. Madame Durand hocha la tête, visiblement peu impressionnée. Faites comme bon vous semble. Maintenant, je vais devoir vous demander de partir. Dehors, Pierre se tourna vers Marc, les mâchoires serrées. Elle est ici, je le sais. Il la cache. Marc acquiesça, son expression grave. Je suis d'accord, mais nous avons besoin d'une autre approche. Nous ne pouvons pas les affronter directement sans preuve. Pierre, bouillonnant d'impatience, demanda « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Marc réfléchit un instant avant de répondre. « Nous devons surveiller cet endroit. Quelque chose finira par sortir. Et si nous pouvons suivre leurs mouvements, cela pourrait nous conduire à Élise. » Cette nuit-là, Pierre et Marc restèrent cachés dans une ruelle sombre, observant la fondation Valmont. Des voitures noires entraient et sortaient, certaines transportant des individus en costumes élégants, d'autres des silhouettes plus anonymes. L'atmosphère était étrange, presque clandestine, comme si les activités qui s'y déroulaient n'étaient pas destinées à être vues. Vers minuit, une camionnette banalisée sortit du bâtiment, roulant lentement dans la rue déserte. Marc tapota l'épaule de Pierre. « C'est notre chance !» Ils suivirent discrètement le véhicule, leur pas rapide mais silencieux dans l'ombre des bâtiments. Après plusieurs minutes, la camionnette s'arrêta devant un entrepôt abandonné près des quais de la Seine. Deux hommes en descendirent, ouvrant les portes arrière du véhicule. Pierre et Marc se cachèrent derrière une benne à ordures. Observant la scène, ils virent les hommes sortir une grande caisse en bois, visiblement lourde, qu'ils transportèrent à l'intérieur de l'entrepôt. « Qu'est-ce qu'ils transportent ?» murmura Pierre, son cœur battant à tout rompre. Marc secoua la tête. « Je ne sais pas, mais je parie que ça a un lien avec Élise. » Ils attendirent que les hommes retournent à la camionnette et repartent avant de s'approcher de l'entrepôt. La porte était verrouillée, mais Marc, visiblement habitué à ce genre de situation, sortit un vieux couteau suisse de sa poche et réussit à forcer la serrure. À l'intérieur, l'air était froid et humide, chargé d'une odeur de poussière et de métal rouillé. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant dans l'immense espace vide. Au centre de la pièce, la caisse en bois était posée, entouré de quelques équipements électroniques. Pierre s'approcha, son souffle court. Il posa une main tremblante sur la caisse et tenta de l'ouvrir. Avec l'aide de Marc, ils soulevèrent finalement le couvercle, et ce qu'ils découvrirent à l'intérieur les glaça jusqu'aux os. La caisse contenait des documents, des photos et des enregistrements audio. Parmi eux, des images d'Élise, assise dans une pièce sombre, visiblement apeurée. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était une série de fiches avec les noms et photos d'autres enfants, tous disparus. Pierre recula, le cœur lourd. « C'est pire que ce que je pensais. » Marc hocha la tête, son visage sombre. « On a mis le doigt sur quelque chose de bien plus grand, et ils feront tout pour nous arrêter si on continue. » Pierre ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « Alors on continue. Peu importe le danger, je ne laisserai pas Élise disparaître. » Leur quête venait de prendre une tournure encore plus sombre, mais une chose était claire, ils ne reculeraient pas. Chapitre 10, les ombres révélées. Pierre et Marc, encore secoués par ce qu'ils avaient découvert dans l'entrepôt, savaient qu'ils avaient franchi une ligne dangereuse. Les documents qu'ils avaient trouvés révélaient un réseau bien organisé, une toile complexe d'individus exploitant des enfants vulnérables sous le couvert de respectabilité. Élise n'était pas un cas isolé, elle n'était qu'une pièce dans une machine froide et impitoyable. « Ces gens ne jouent pas, Pierre », murmura Marc en feuilletant les documents. Si on s'attaque à eux, ils ne reculeront devant rien pour nous faire taire. Pierre serra les dents, son regard fixé sur les photos d'Élise. « Je m'en fiche. Si on ne fait rien, qu'il fera ?» Ils prirent ce qu'ils pouvaient emporter. Photos, fiches et un enregistrement audio qu'ils n'avaient pas encore eu le courage d'écouter. Marc rangea le tout dans un vieux sac à dos qu'il portait, et ils quittèrent l'entrepôt en silence, conscients que chaque minute passée là-bas augmentait le risque d'être découvert. « Un petit tout qui te sique de joie »,
De retour dans l'appartement exigu de Marc, ils commencèrent à analyser ce qu'ils avaient. L'enregistrement audio, bien que grésillant, était clair. Une voix masculine, calme mais autoritaire, donnait des instructions à des subordonnés. Le transfert doit se faire discrètement. Assurez-vous que personne ne puisse remonter jusqu'à la fondation. L'enfant doit être prête pour le lot suivant. Aucun écart ne sera toléré. Pierre sentit une vague de nausée monter en lui. Le lot suivant, il parle d'enfants comme s'ils étaient des marchandises. Marc, le visage sombre, hocha la tête. Ces gens n'ont aucune humanité, mais cet enregistrement pourrait être une preuve cruciale. Pierre fixait toujours la photo d'Élise, ses yeux pleins de détermination. Où qu'elle soit, je la trouverai, peu importe ce qu'il faut. Une piste dangereuse. Parmi les documents, une adresse revenait plusieurs fois. Une villa isolée à la périphérie de Paris. C'était là que les transferts semblaient converger. Marc était réticent à l'idée de s'y rendre sans préparation, mais Pierre insista. Chaque minute compte. Si Élise est là, on n'a pas le luxe d'attendre. Ils partirent au petit matin, et profitant de l'obscurité résiduelle pour éviter d'attirer l'attention. La villa se trouvait dans un quartier cossu, entouré de grands murs et de caméras de surveillance. À travers les grilles du portail, ils pouvaient voir des voitures luxueuses garées dans l'allée et des silhouettes en costume allant et venant. Marc analysa la scène, murmurant à Pierre « C'est un nid de vipères. Si on entre là-dedans, on risque de ne pas en sortir. » Pierre, les mâchoires serrées, répondit « Alors, on entre sans être vu. » Ils contournèrent les murs de la propriété jusqu'à trouver un point faible. Une section où les caméras semblaient ne pas couvrir entièrement le périmètre. Avec l'aide de Marc, Pierre escalada le mur, atterrissant silencieusement dans l'ombre d'un bosquet. Une fois à l'intérieur, ils avancèrent prudemment, évitant les lumières et les fenêtres. La vérité dévoilée, ils atteignirent enfin une petite porte latérale, laissée entr'ouverte, par laquelle des employés entraient et sortaient. Pierre et Marc se glissèrent à l'intérieur, leur cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, le contraste était frappant. Un luxe opulent masquait l'horreur qui se tramait ici. Des tableaux coûteux ornaient les murs, et des chandeliers illuminaient des couloirs silencieux. Ils explorèrent discrètement les pièces jusqu'à tomber sur une grande salle en sous-sol. Là, plusieurs caisses, similaires à celles qu'ils avaient trouvées à l'entrepôt, étaient empilées. Mais cette fois, ce n'étaient pas des documents qu'ils contenaient. Pierre ouvrit l'une des caisses et recula immédiatement, horrifié. À l'intérieur se trouvait un lit d'enfant, des vêtements et des jouets soigneusement emballés, comme si tout était prêt pour un transfert imminent. Un bruit de pas au-dessus d'eux interrompit leur inspection. Marc attrapa Pierre par le bras. « On doit bouger, maintenant !» Ils se cachèrent dans un coin sombre de la pièce, alors que deux hommes entraient, discutant à voix basse. « Le prochain lot part demain soir. Assurez-vous que tout est prêt. » Et la gamine, Élise, elle est sous contrôle. Mais on doit l'envoyer avant qu'elle ne cause des problèmes. Pierre sentit son sang se glacer. Il parlait d'Élise. Elle était ici. Guessé subtime l'affrontement. Lorsque les hommes quittèrent la pièce, Pierre et Marc décidèrent de les suivre. Ils montèrent un escalier jusqu'à un couloir où plusieurs portes étaient alignées. Ils entendirent une voix féminine dans l'une des pièces, douce mais ferme, parlant à quelqu'un. Pierre se glissa jusqu'à la porte entr'ouverte et vit Élise assise sur un lit, regardant fixement le sol. Une femme se tenait devant elle, tenant une tablette et prenant des notes. Pierre sentit une rage incontrôlable monter en lui. Il poussa la porte brusquement, surprenant la femme. « Laissez-la tranquille. » La femme sursauta, mais avant qu'elle ne puisse crier, Marc l'attrapa et la bâillonna avec un foulard trouvé sur une chaise. Élise leva les yeux et son regard croisa celui de Pierre. Ses grands yeux étaient remplis de peur, mais aussi d'une lueur de reconnaissance. « Ça va, Élise ?» murmura Pierre, s'accroupissant devant elle. « Je suis là maintenant, tu es en sécurité. » La fuite, leur répit fut de courte durée. Des bruits de pas précipités résonnaient dans le couloir. Ils avaient été découverts. Pierre prit Élise dans ses bras et Marc les guida hors de la pièce, cherchant une sortie. Ils traversèrent les couloirs à toute vitesse, poursuivis par des hommes criant des ordres et des alarmes qui résonnaient dans toute la villa. Ils atteignirent finalement une porte donnant sur l'extérieur,
mais une voiture noire bloquait leur chemin. Marc, dans un élan de courage, fit diversion en attirant l'attention des poursuivants, permettant à Pierre de s'échapper avec Élise. Alors qu'il courait avec la petite fille dans ses bras, Pierre se promettait qu'il la protégerait coûte que coûte, mais il savait que ce n'était que le début. Les ténèbres qu'il avait affrontées ce soir étaient bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Chapitre 11. La course vers la liberté. Le souffle court, Pierre courait à travers les rues sombres. Élise serrée contre lui. La petite fille restait silencieuse, mais ses bras autour de son cou lui indiquaient qu'elle comprenait l'urgence de leur fuite. Les cris des hommes résonnaient encore derrière eux, se mêlant au bruit des pneus crissant sur le gravier, alors que des véhicules de la Fondation Valmont se lançaient à leur poursuite. Pierre bifurqua dans une ruelle étroite, cherchant un endroit pour se cacher. Les lumières des phares balayaient les murs autour de lui, projetant des ombres mouvantes. Son cœur battait à tout rompre. Élise, malgré la situation, ne pleurait pas. Elle semblait concentrée, presque habituée à cette peur constante. Il repéra une vieille porte en bois, légèrement entr'ouverte, qui semblait mener à un sous-sol. Sans réfléchir, il s'y engouffra, refermant la porte derrière eux. L'endroit était sombre et poussiéreux, un ancien débarras abandonné. Pierre posa Élise sur une vieille caisse et tenta de reprendre son souffle, tout en écoutant les bruits extérieurs. « Ils vont nous trouver » murmura Élise pour la première fois, sa voix faible mais chargée de peur. Pierre s'agenouilla devant elle, ses mains tremblantes posées sur ses petites épaules. « Non, je te le promets, je suis là et je ne laisserai rien t'arriver. » Ces mots étaient sincères, mais il savait que leur situation était désespérée. Marc avait créé une diversion pour qu'il s'échappe, mais Pierre ignorait s'il avait réussi à s'en sortir. Il était désormais seul avec Élise, sans plan clair, et avec des ennemis puissants à leur trousse. Un appel désespéré. Alors qu'ils réfléchissaient à leur prochain mouvement, Pierre se rappela du sac à dos que Marc portait, contenant les documents de la Fondation. Mais Marc n'était pas là. Avec un pincement au cœur, il réalisa qu'il n'avait plus de preuves pour exposer la vérité. Tout ce qu'il avait, c'était Élise. Il sortit son vieux téléphone, dont la batterie était presque vide, et composa le numéro d'Hélène, la seule personne en qui il pouvait encore avoir confiance. La sonnerie retentit, longue et angoissante, avant qu'elle ne décroche finalement. « Pierre, où es-tu ? Que se passe-t-il » Il parla rapidement, à voix basse, expliquant la situation en quelques phrases précipitées. Hélène, visiblement alarmée, lui donna une adresse. Un refuge discret géré par des amis de confiance dans le 19e arrondissement. « Amène-la là-bas, je vais alerter la police et des journalistes de confiance, mais sois prudent. » Une poursuite haletante. Le répit fut de courte durée. Des bruits de pas résonnèrent à l'extérieur du débarras. Pierre attrapa Élise par la main et l'entraîna vers une porte arrière qu'il avait repérée en entrant. Ils débouchèrent dans une autre ruelle, mais cette fois, un homme en costume les attendait, une arme à la main. « C'est fini, » dit l'homme d'une voix glaciale. « Donnez-moi la fillette, et vous pourrez partir. » Pierre, son corps tendu par la peur, se plaça instinctivement devant Élise. « Elle ne va nulle part avec vous. » L'homme fit un pas en avant, mais avant qu'il ne puisse réagir, un cri retentit derrière lui. Marc, le visage ensanglanté mais vivant, surgit de l'ombre et frappa l'homme à l'arrière de la tête avec une barre de fer. L'homme s'effondra, inconscient. « Je t'ai dit que je ne te laisserai pas seul, » dit Marc, un sourire fatigué mais déterminé sur le visage. Pierre hocha la tête, soulagé mais conscient que le danger était loin d'être écarté. « On doit bouger. Maintenant, le refuge. » Après une longue marche entrecoupée de courses effrénées et de détours pour éviter d'être suivis, ils atteignirent enfin le refuge. C'était une vieille maison, cachée au fond d'une cour, entourée de hauts murs. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris, et au regard bienveillant, leur ouvrit la porte. « Hélène m'a prévenu. Entrez vite, » murmura-t-elle. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse mais tendue. D'autres enfants jouaient calmement dans une pièce voisine, mais leurs yeux trahissaient des histoires similaires à celles d'Élise. Pierre sentit une bouffée d'émotion en voyant ces visages, réalisant l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. La femme, qui se présenta comme Claire, les installa dans une petite pièce à l'étage. « Vous êtes en sécurité ici pour l'instant, mais si ce que vous dites est vrai, ils ne tarderont pas à vous retrouver. » Pierre acquiesça. « On doit les arrêter, pas seulement pour Élise,
mais pour tous ses enfants. La vérité en lumière. Quelques heures plus tard, Hélène arriva accompagnée de 2 journalistes d'investigation. Marc leur remit les documents qu'il avait réussi à sauver, ainsi que l'enregistrement audio. Les journalistes, choqués par les preuves, promirent de publier une enquête explosive. Hélène, de son côté, coordonna avec un avocat et les autorités locales pour sécuriser Élise et s'assurer qu'elle ne retourne jamais entre les mains de la Fondation. Pierre, épuisé mais soulagé, s'assit près d'Élise. Elle s'était endormie, sa petite main tenant fermement la sienne. Il la regarda dormir, réalisant qu'il venait de vivre une épreuve qui avait changé sa vie à jamais. Mais il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. La bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois, Pierre sentit qu'ils avaient une chance de triompher. Élise et tous les autres enfants comme elle méritaient une vie meilleure, et il était prêt à tout sacrifier pour s'assurer qu'il l'aurait. Chapitre 12. Une lumière dans l'obscurité. Les premiers rayons du soleil traversaient les rideaux usés du refuge, illuminant doucement le visage paisible d'Élise, toujours endormie près de Pierre. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, son esprit trop occupé à revivre les événements des derniers jours. Pourtant, pour la première fois, il ressentait une lueur d'espoir. Ils avaient des preuves, ils avaient des alliés, et surtout, Élise était en sécurité. Marc entra discrètement dans la pièce, portant 2 tasses de café fumant. « Tu as besoin de ça », dit-il en posant une tasse devant Pierre. Ses vêtements portaient encore des traces des affrontements de la veille, mais son regard était résolu. « Merci », murmura Pierre, prenant la tasse d'une main tremblante. Il jeta un coup d'œil à Élise, qui bougea légèrement dans son sommeil. « Je ne sais pas comment elle a survécu à tout ça. Elle est tellement forte. » Marc hocha la tête, s'asseyant en face de lui. Les enfants comme elle n'ont pas le choix. Le monde ne leur fait pas de cadeaux, mais parfois, quelqu'un comme toi arrive. Pierre baissa les yeux, le poids de cette responsabilité pesant encore lourdement sur ses épaules. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire. » Marc posa une main sur son épaule. « Non, Pierre, tu as fait ce que peu de gens auraient eu le courage de faire. » L'impact d'une vérité. Dans les heures qui suivirent, les journalistes qui avaient récupéré les documents commencèrent à publier les premières informations. Des articles explosaient sur les réseaux sociaux, révélant l'existence d'un réseau complexe et sombre opérant sous le couvert de la Fondation Valmont. Les noms des responsables commençaient à circuler, suscitant une vague d'indignation dans tout le pays. Les autorités, poussées par la pression médiatique, ouvrirent une enquête officielle. Plusieurs figures importantes liées à la Fondation furent arrêtées. Les locaux de l'organisation furent perquisitionnés et d'autres preuves accablantes furent découvertes, confirmant l'ampleur des abus. Hélène, toujours aussi infatigable, utilisa ses contacts pour s'assurer qu'Élise ne soit pas simplement placée dans un autre centre anonyme. Elle mobilisa des avocats et des travailleurs sociaux pour lui offrir une protection spéciale, loin des dangers du système qu'elle venait d'échapper. Un au revoir déchirant. Quelques jours plus tard, Pierre fut convoqué par Hélène et Claire. Les autorités avaient trouvé une famille d'accueil pour Élise. Un couple attentionné et expérimenté, vivant en dehors de Paris. Il pourrait lui offrir une vie normale, loin des horreurs qu'elle avait traversées. Pierre sentit un poids s'abattre sur son cœur. Depuis qu'il avait croisé le regard d'Élise cette nuit pluvieuse, elle était devenue une part de lui. L'idée de la laisser partir, même pour un avenir meilleur, lui brisait le cœur. « C'est pour son bien, Pierre », dit Hélène doucement, voyant la douleur dans ses yeux. « Elle a besoin de stabilité. » De retrouver son innocence. Le jour du départ d'Élise, Pierre s'accroupit devant elle, cherchant les mots justes. « Tu es une fille incroyablement forte, Élise, et je suis tellement fier de toi. Tu vas avoir une belle vie, je te le promets. » La petite fille, les larmes aux yeux, se jeta dans ses bras, serrant son cou avec une force surprenante. « Merci, Pierre, » murmura-t-elle. « Tu m'as sauvé. » Pierre sentit ses propres larmes couler alors qu'il la serrait contre lui. « Non, c'est toi qui m'as sauvé. » Élise. Une nouvelle promesse. Après le départ d'Élise, Pierre resta un moment silencieux, regardant la voiture s'éloigner. Marc s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. « C'est la fin d'un chapitre, Pierre. Mais ce que tu as fait pour elle, pour tous ces enfants, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais te retirer. » Pierre acquiesça, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « Peut-être, mais je ne peux pas m'arrêter là. Il y a encore trop de choses à réparer. » Marc sourit légèrement. « Alors,
On continue ensemble. Épilogue. Une flamme qui ne s'éteint pas. Quelques mois plus tard, Pierre était devenu un visage public inattendu dans la lutte contre l'exploitation des enfants. Avec l'aide de Marc, Hélène et d'autres bénévoles, il s'était engagé dans des campagnes de sensibilisation et travaillait à la création d'un réseau de soutien pour les enfants vulnérables. Un soir, après une longue journée de travail, il reçut une lettre. C'était d'Élise. Avec des mots simples mais touchants, elle lui écrivait à quel point elle était heureuse dans sa nouvelle maison et combien elle pensait à lui. À la fin de la lettre, elle avait dessiné un soleil, entouré de 2 silhouettes se tenant par la main. Pierre sourit, une chaleur apaisante envahissant son cœur. Il rangea la lettre dans son carnet, là où il gardait les croquis de sa vie passée, et se promit une fois de plus de continuer à se battre pour que plus aucun enfant ne traverse ce qu'Élise avait vécu. Dans les rues de Paris, où tout avait commencé, une petite étincelle avait suffi à allumer un feu. Et Pierre, un homme que la société avait oublié, était devenu une lumière pour les autres. Concluant, parfois, ce sont les gestes les plus simples qui marquent une vie. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de ce jeune homme? Auriez-vous donné votre dernier euro à une inconnue, même en sachant que vous n'aviez plus rien? Cette histoire nous rappelle que nos choix, même les plus anodins, peuvent avoir des répercussions bien au-delà de ce que nous imaginons. Un simple acte de générosité peut être une étincelle capable de changer des destins. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un jeune homme ou d'une petite fille, mais une leçon universelle. La bonté, même dans les moments les plus sombres, est une force puissante. Peut-être, après avoir entendu ce récit, verrez-vous différemment les petits gestes de votre quotidien. Et si, demain, un de vos choix pouvait changer une vie? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager ce récit avec vos proches. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces récits inspirants. Dites-nous aussi en commentaire, qu'auriez-vous fait à sa place? Et de quelle ville ou pays regardez-vous?